Hiroshima. J'ai commencé la spéléologie, j'avais 16 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est resté pour moi très important. Et surtout dans l'esprit de la découverte, qui m'a animé pendant toutes mes expéditions. D'abord à l'exploration dans la roche, ce qui était assez logique par rapport à mon métier, qui est un métier de tailleur de pierre. Donc il y avait une espèce de relation entre les deux. Et puis c'est vrai que la glace, d'un seul coup, m'a passionné. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé pendant pas mal d'années directeur et chargé des relations avec les scientifiques sur la glace. Et puis petit à petit, chef d'expédition, c'est-à-dire d'organiser moi-même mes expéditions, parce que c'est quelque chose qui me comblait, qui me faisait très envie. J'ai commencé les expéditions au Groenland en 89, et c'est quelque chose qui m'a passionné, cet environnement, la glace. L'élément moteur, il est dans la curiosité déjà, savoir comment fonctionne un glacier, comment fonctionnent les eaux à l'intérieur d'un glacier, pourquoi il y a de la vie sur la glace alors qu'à l'époque de Paul-Émile Victor, il disait qu'il n'y avait pas de plus grand désert que les déserts de glace, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune vie possible alors qu'il y a de la vie. On y va parce qu'il y a cette curiosité du glacionaute et du spéléologue qui a toujours existé en moi, qui consiste à voir comment ça fonctionne. Pourquoi à telle profondeur jusqu'à maintenant on est arrêté? Comment fonctionne la glace? Pourquoi elle a des différences de vitesse en fonction de l'épaisseur, de la profondeur? Tout ça, c'est un réel intérêt. Donc, toutes ces découvertes qui se font au fur et à mesure des expéditions, eh bien, c'est un bonheur en soi. C'est-à-dire qu'on avance à la fois sur le plan de la recherche et on avance sur le plan humain. Il s'est trouvé qu'en 2005, j'ai fait la rencontre de personnes qui m'ont donné la possibilité d'emmener des handicapés. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. J'avais envie de donner à des gens dits handicapés la possibilité d'avoir cette chance de découvrir ce que moi, dans ma vie, j'ai pu découvrir parce que j'ai mes pattes pour marcher, pour courir, pour danser, etc. La rencontre avec ces enfants, elle s'est faite à Valence. Alors j'ai rencontré quelqu'un de très chouette, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une humanité extraordinaire, qui s'appelle Joël Ducrot. Je ne connaissais pas du tout Serge Aviotte à l'époque, et c'est un ami commun de Valence qui nous a mis en contact. Je travaille depuis 20 ans dans le milieu du handicap, avec des gens handicapés de naissance, d'accidents ou de maladies dégénératives. Je suis au domaine du Plovier. J'avais fait un peu des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire déjà avec ces gens-là, et donc c'est pour ça que je m'étais fait un petit nom dans le milieu du handicap, et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. J'ai répondu à l'appel de Serge, on s'est rencontrés à Valence, et il m'a fait part un peu de son expérience, de ce qu'il était lui, et de ce qu'il avait fait auparavant, et ce qu'il souhaitait faire avec moi. Serge souhaitait au départ des gens entre 18 et 20 ans, des jeunes adultes. Mon choix s'est porté dans un premier temps sur Geoffrey. Il venait au Plovier toute la journée. Je connaissais bien les parents. Et Nicolas, lui, était assez motivé, dynamique, tonique. Le choix s'est porté sur eux parce que c'est quand même deux jeunes qui sont capables de s'adapter dans des conditions un peu extrêmes, qui sortent un peu du cadre, on va dire. C'était plus facile pour moi de faire ce choix-là parce que je savais qu'ils pourraient s'adapter dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel endroit. On nous a demandé si nous étions d'accord déjà pour cette expédition au Groenland. Bon, avec beaucoup de surprises, bien sûr. Tous les trois, on s'est posé la question si vraiment ils pouvaient y aller ou pas. Et Nicolas nous a dit oui, que c'était faisable. Pour lui, c'était une expédition qu'il ne referait peut-être jamais. Et c'est vrai qu'on s'est posé des tas de questions. C'est vrai que l'expédition, ils sont un peu fous quand même. Un soir, Joël me dit tiens, j'ai été contacté pour un projet pour partir au Groenland. Oui, je dis ouais, super. Il me dit et donc Geoffrey, je voudrais l'emmener au Groenland. Oula, ça c'est c'est autre chose. Donc j'en ai parlé à Geoffrey, lui Geoffrey tout de suite, oh oui, pas de problème. Bon, donc Geoffrey était très partant, mais il fallait que tes parents soient d'accord. Hein. Ouais. Donc ton père et ta mère. Et puis le temps a un peu passé, et puis Joël il m'a dit mais en fait pour accompagner Geoffrey,
Je voudrais bien que ce soit toi qui vienne avec moi, on se connaît, tu connais bien l'handicap de ton fils, en plus je suis donc sapeur-pompier volontaire, donc ça faisait un atout dans l'équipe d'avoir un secouriste en plus. Donc après réflexion, eh bien, on a dit oui, banco, on y va, on monte le projet. De ce fait, voilà, il s'est trouvé que Nicolas pouvait venir avec son accompagnateur, donc avec Joël, et Geoffrey, lui, pouvait venir avec son papa, qui de surcroît était pompier. On a eu des discussions et s'est mis petit à petit, au fil du temps, la mise en place de cette expédition. J'ai été aidé, bien sûr, à cette époque par Aldo Penat, qui a été mon adjoint pendant cette expédition, qui a été très important dans l'exploration. Et puis j'avais effectivement pris avec moi un docteur, Philippe Kéledjian, des glaciéristes plein de compétences, très sécurites, Hervé Gherardi et Lionel Blin. Il y avait aussi quelqu'un qui nous a quittés depuis, Gabriel Biancheri, qui était député de la Drôme. Et il y avait, en plus de tout ça, une mission scientifique qui était très importante, avec Alain Coutet et Catherine Perrette. Il y a eu une troisième personne porteuse de handicap qui a une polio, c'est Hervé Prisset, qui est double médaillé en natation aux Jeux paralympiques de Séoul. Ça a été un groupe très très éclectique, hein. On ne savait pas si la mayonnaise allait prendre, hein. Nicolas, Geoffrey, Hervé, et puis Jean-Yves et moi, on était là au milieu de cette équipe-là. Bon, au départ, on s'est dit, on est parachutés là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire La partie des explorateurs connaissait très bien le Groenland, mais pas du tout la partie de l'handicap. Et nous ne connaissions pas du tout le Groenland. Pour nous, c'était vraiment une terre inconnue. Et en revanche, nous connaissions très bien l'handicap et les problèmes qu'on risquait de rencontrer au niveau des mobilités. Il a fallu mettre tout ça au point, ça a nécessité quand même 2 ans de préparation. D'abord pour pouvoir bien se mettre en accord les uns les autres, préparer la partie matérielle qui était quand même très pointue, ne serait-ce que pour les adolescents handicapés. Donc on a eu des entraînements dans les Alpes, notamment dans le Vercors, où on a fait à la fois des expériences avec un matériel plus adapté et aussi une expérience de bivouac. Parce que ces enfants ont vraiment un handicap très lourd, donc il fallait les prendre dans les bras, les mettre dans les tentes. 2 ans de préparation aussi pour avoir une cohésion d'équipe qui était essentielle dans ce genre d'aventure, qui est quand même une aventure extrême. Je travaille à la mairie de Valence, à la direction des sports. J'ai été contacté par Joël Ducrot pour cette expédition 2007, une expédition en Groenland où il y avait deux jeunes handicapés, des handicapés lourds. Serge Aviotte et Joël Ducrot voulaient qu'il y ait un autre handi qui les accompagne, un handi entre guillemets un peu plus valide pour les coacher. Après les JO et quelques autres aventures que j'ai vécues, je me suis dit que là, ça serait encore à nouveau une super aventure, quelque chose d'extraordinaire que j'aurais jamais imaginé faire parce qu'aller passer plus d'une dizaine de jours sur la calotte glaciaire à planter la tente avec des glacionautes et un professeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, j'avoue que c'était quelque chose pour moi qui était inespéré et j'ai sauté sur l'occasion. On est parti à 17 personnes, je connaissais que Joël, les autres personnes je ne les connaissais pas. Donc on a participé à 3 week-ends dans le Vercors où on a aussi planté la tente dans la neige. On avait emmené les joëlettes pour voir comment ça se passait. On a fait des tas de choses ensemble pour préparer l'expédition. Dans le Vercors, la neige, pas mal de préparatifs. Donc les premiers essais, on a cassé toutes les soudures, tordu un peu les châssis. C'est Serge Aviotte qui est venu me voir avec Roland Ladré et Joël Ducrot qui sont passés à l'époque où je gérais une entreprise de matériel de sport et de loisirs pour les personnes handicapées. Et ils sont venus avec cette problématique d'aller se balader sur la banquise, mais en faisant un bon bout de chemin sur la toundra. Donc il fallait un engin qui soit polyvalent, glace et terre, je dirais. L'idée initiale était de partir d'une joëlette standard et puis de l'équiper pour glisser. On s'est rapidement rendu compte que la personne à la joëlette était positionnée trop haute, ça posait des soucis d'équilibre, ça posait surtout des soucis de sécurité. C'était aussi très difficile pour les accompagnateurs.
Donc à partir de ce moment-là, on a abandonné carrément l'idée de la joëlette et on est plutôt parti de l'appareil de ski alpin qu'on a équipé de roues. Donc c'est un appareil pour aller sur la glace qui est déjà tout équipé, je dirais, en termes de maintien de la personne. On a la prise de quart qui est possible quand on incline. Il restait la problématique de le faire aller sur de la terre. Ça a été très très simple en fin de compte en système de montage. Ça a été de prendre en sandwich les skis à l'avant et de faire un support qui prenne une seule roue, puisqu'on était parti sur une base de tricycle, et à l'arrière, de faire le même système avec une roue de chaque côté. On a évité de faire une direction tout simplement en approchant les roues au maximum du centre de gravité, de toute façon qu'avec un faible effort, on puisse mettre le fauteuil sur ces deux roues et le faire pivoter. Donc on a évité comme ça toute une mécanique de direction, on a simplifié au maximum le concept, de façon à ce que ça reste très utilisable, très léger et très solide. Et on a eu une bonne surprise quand ça a été monté en fin de compte, c'est qu'on a récupéré un appareil qui est super suspendu grâce à la fixation sur les skis. Voilà, ça a été le hasard, mais ça a très bien fonctionné. Serge nous a fait passer dans des pentes avec des cordages. Qui était très costaud. Très costaud, t'avais peur dans la descente. Hein. Ouais. On avait à un moment donné une pente à dévaler dans la neige qui était très dure, donc ça portait très bien. Et Geoffrey était un peu en retrait, il a fallu un peu que je me fâche en lui disant « Non, tu vas descendre, tu verras, moi je suis là pour la sécurité, il n'y a aucun problème ». Alors que Nico, c'était la joie de savoir qu'il allait pouvoir glisser comme ça pendant des dizaines de mètres sur la neige, quoi. C'est un garçon, c'est un garçon qui a un tempérament d'enfer. Geoffrey est très calme, et Nicolas, c'est une boule de feu. Hein. Il est toujours partant pour tout. Donc c'était vraiment deux différences complètes. Ouais. Hein? Là, lui, il t'emmènerait en discothèque, il n'y a pas de souci. Hein. Hein, c'est un fêtard. Hein. Dans la préparation, on a fait une journée d'escalade au Polygone à Valence, où on les a mis en situation attachés au bout d'une corde, et puis on les a fait grimper en haut du mur d'escalade. Une personne porteuse de handicap comme ça, quand on les met dans des situations un peu déstabilisantes, qui leur renvoient aussi des fois par moments leur handicap, c'est stressant pour eux. C'est pas forcément positif. Et là, vraiment, cette journée, moi j'ai eu l'impression que pour eux, ils avaient fait ça tout le temps, quoi. Ces phases de préparation, c'était très bénéfique parce que ça a permis d'avoir les premiers contacts. Passer 17 jours avec des gens inconnus, c'était très bénéfique de se rencontrer avant. Je pense que c'est ce qui nous a amené en confiance par rapport à toute l'équipe. Ça a permis de souder une équipe et d'apprendre aussi à se connaître, et ça a été une bonne première expérience. Donc rassurant, mais qu'est-ce qui nous attendait là-bas? Le fameux départ, oui, je crois qu'il a eu un petit peu peur, où il s'est rendu compte que voilà, c'était le départ. Oui, le matin. Le matin. Dans la voiture, tu t'es rendu compte que c'était le départ. Ah oui, ça. C'était. Et tu as eu peur aussi quand tu es parti dans le train. Quand ils me l'ont, ils me l'ont donné, Roland m'a dit « je te le confie ». Donc pour moi, ça a eu une responsabilité supplémentaire dans mes épaules, parce que c'est là que j'ai pris conscience aussi au moment du départ que vraiment je m'engageais dans quelque chose où il ne fallait pas que je me rate. En fait, on a eu de la chance parce que quand même il a fait le train, l'avion, encore un autre avion, le bateau.
Et donc on a eu des nouvelles tout le temps. Texto, téléphone. Joël nous disait on est arrivé à Paris. Après ils ont pris l'avion pour aller à Copenhague. Dans l'avion qui nous a amenés à Ilulissat, qui était un avion à hélice, on regardait par le hublot et à un moment donné, sur la mer toute bleue, j'ai vu apparaître des petits points blancs. C'était mes premiers icebergs et rien que d'y penser, ça m'émeut beaucoup parce que c'est extraordinaire. Finalement, les icebergs, quand on est gamin, ça fait penser au Titanic, ça fait penser à des contrées inconnues, où on n'ira peut-être jamais. Et là, de la taille de petits glaçons qui flottent sur la mer, on les voit, ces icebergs. Et petit à petit, ils se multiplient, on se rapproche d'eux, et ces petits glaçons deviennent des mastodontes. Franchement, je crois, c'était la première grande émotion en posant le pied sur le sol groenlandais. Je vais fouler le sol de Ilulissat. Quand on a eu un coup de fil, vu que là-bas il y a beaucoup de chiens, on a surtout entendu aboyer les chiens avant que Nicolas nous fasse un petit signe, quoi. Enfin, comme quoi ils étaient bien arrivés. Il faut quand même penser qu'on emmène entre 900 et 1 tonne 200 de matériel. Tout ça, il faut le préparer. Les coûts sont extrêmement élevés. Il faut avoir les bonnes cartes qui nous permettent de visualiser un petit peu mieux les possibilités d'exploration ou pas. La deuxième grande émotion, ça a été le départ en bateau, enfin j'allais dire en rafio, avec tout le matériel, 1,5 tonne de matériel, les 17 personnes sur ce bateau d'un autre âge, avec un capitaine barbu sorti d'un roman de Jack London. Et pendant 6 heures, on était sur ce bateau pour aller à 60 km d'Ilulissat, au nord, dans la baie de Disko, rejoindre Port-Victor. Port-Victor, qui est donc le point de départ des expéditions françaises des années 50. Et petit à petit, en s'approchant de Port-Victor, on voit une barre qu'on devine progressivement être le front d'un glacier, qui s'avère donc être le glacier Kipsermia. Un glacier d'environ 3 km de large et de 80 mètres de hauteur, enfin le front glaciaire. On débarque à un endroit où il n'y a pas de débarcadère. Ça s'appelle Port-Victor. Donc Port-Victor, il y a la cabane de Port-Victor, Port-Victor en dessous. Port-Victor, c'est un rocher. Et les bateaux débarquent là.
Donc le rocher, en fait, c'est un rocher en pente. Hein. Et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions quand on est arrivé. Mais je pense qu'ils veulent essayer de le mettre un peu, de le braquer un peu en arrière pour que ce soit plus facile. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu de job. Mais bon, c'est ça l'aventure, non? Bah attends, Ça fait partie du jeu, on va dire. c'est le jeu. Ouais, c'est extra. Dites-vous bien que dans quelques années, il y aura des escaliers avec des charmantes hôtesses en tutu qui vous attendront quand vous reviendrez. Alors, profitons encore de ces moments d'aventure réelle. Donc, pour ne pas prendre de risques, Nicolas et Geoffrey étaient attachés, que si jamais vous tombiez à l'eau, ben, qu'on puisse vous récupérer. Ouais. Mais on ne le souhaitait pas. Hein. Et En plus, elle est vraiment froide, la mer. oui, elle est froide là-bas. Quand on a vu le bateau qui a largué les amarres et qui est reparti, on comprenait pas, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, c'est le capitaine qui nous a expliqué qu'en face, le glacier, ça s'était effondré, et que donc il y avait eu risque de tsunami, et que si ils évacuaient pas, le bateau allait s'éclater contre les rochers. Et en fait, c'est vrai que pendant qu'on déchargeait, il y avait toujours quelqu'un avec les jumelles qui surveillait ce glacier. Et c'est vrai que ça a bien bougé, donc on est resté à peu près 20 minutes avant de pouvoir accoster encore et finir le déchargement. J'ai eu peur. Mais j'avais un petit peu du courage. Donc une fois que ça a été déchargé, Geoffrey à terre avec Nicolas. Première difficulté donc. Et la deuxième difficulté nous attendait tout de suite après, puisqu'il fallait les monter. T'as froid? Non, nous aussi on n'a pas froid. Il reste une petite dernière partie, hein Joe? Ouais. Pour monter Et après, jusqu'à la cabane de Paul. après c'est tout plat? Non, c'est pas tout plat mon chéri, mais c'est comme quand on a fait l'entraînement à la coche dans le Vercors, tu te rappelles? Ouais. C'est pareil, le terrain est très vallonné, mais avec les GMS ça passe bien. On en a chié, mais Joe, Ouais. t'as vu le paysage? Ah ouais, magnifique. C'est Andrew qui a organisé ça. Putain, c'est un rat mort. Voilà. Bon, ben on va continuer à faire le reste, hein. Mais à mon avis, l'idée c'est quand même qu'on aille tous là-bas, qu'on se fasse un peu de bouffe, voilà. On cale les gamins, on mange et puis après on ira tranquille. Hein. Il se sent inutile. C'est ça le coup de blues qu'il a. Ah oui. Ah oui, putain, t'es pas inutile, au contraire. Attends, t'es super important. T'es arrête. indispensable. J'ai pas l'habitude comme ça d'être une charge. Mais t'es pas T'es une pas charge. une charge. arrête tes conneries. Un petit peu quand même. Ben non. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Bah si, je peux rien porter. Bah oui, mais, tu attends, te portes toi, frère. Oh, déjà, tu te rends compte de allez. toi ce que tu as fait? Puis il faut que tu Pense sois un pas moteur ça. pour les deux gamins là. Dans ma vie de tous les jours, je suis handicapé, mais je vis comme invalide. Toutes les difficultés, je les contourne. Et puis quand je suis arrivé là-bas, je savais que j'allais me prendre quelque chose. Et puis bon, j'ai réussi à contourner. Et puis à un moment, arrivé à Port-Victor, qui était très difficile d'accès, je les voyais tous décharger le matériel. Et moi, je ne pouvais pas les aider. J'avais déjà de la peine à me mouvoir moi-même. Il n'était pas question que je puisse porter quelque chose. Et là, j'ai craqué parce que là, mon handicap, je l'ai pris vraiment en pleine poire.
Mais ça a aussi été des moments qui ont permis de me connaître un peu plus. Je pense que ça me permettra de plus encore affronter la vie comme j'aime le faire de toute façon. Avant de rencontrer Nicolas, Geoffrey et Hervé, j'avais presque un rapport on peut pratiquement dire tabou avec les personnes handicapées. Mon regard et surtout mon approche par rapport aux personnes handicapées a été modifié. Bon, je fais de l'escalade, j'ai pas mal d'activités physiques et j'avais presque un sentiment de culpabilité devant ces gens qui, eux, de toute façon, n'y accédaient pas. Et c'est vrai que depuis cette expérience-là, j'ai cassé ce tabou parce qu'en fait, ces personnes sont curieuses de connaître justement ce monde auquel ils ne peuvent pas accéder et souhaitent qu'on les aide à s'en approcher au maximum. À leur manière, je pense qu'ils ont vécu pleinement l'expédition. Cette expédition est une chose. Après, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui va avant, c'est un combat que je mène au quotidien. C'est l'intégration de ces personnes-là handicapées. C'est pas parce qu'on est porteuse de handicap qu'on n'a pas droit à certaines choses. Il faut être à leur écoute déjà au départ, parce qu'ils ont des rêves, ils ont des envies, ils sont comme nous, ils sont des personnes à part entière, porteuses d'un handicap certes, mais ces gens-là, ils ont aussi des rêves, ils ont aussi des envies, des désirs. Ça se respecte et il faut que ça s'organise. Et bon, ça demande un peu plus d'organisation avec eux qu'avec une personne valide, mais c'est pas irréalisable. Ouais, je comprends les gamins, comme ça dire, effectivement. Comme ça, là. Mollo, les gars. D'accord, oui, j'ai compris, oui, effectivement. Et pour descendre, je tenais là, je vous le dis. Moi, je suis plus à l'aise avec mon baudrier, mes petites cordes. Je comprends les enfants, tout à fait, effectivement. C'est une bonne idée que tu as eue de nous faire essayer ça, mais je ne remonterai pas dedans. Hein. Vous faites pas de zèle, les gars. Non, comme... Pas évident de se balader là-dedans, quoi. Tu comprends les gamins quand ils ont des moments d'angoisse. Surtout en descente. Hein. Ouais, en descente, c'est impressionnant. Encore que là, bon, ça va, mais je veux dire... et surtout, le plus impressionnant, c'est les dévers. Oui. Parce que tu sens que, voilà, t'es... Là, oui. C'est bon, Hop. Vis-à-vis des autres personnes qui ne connaissaient pas le handicap, en fait, ils l'ont appris au quotidien. Ils sont aperçus qu'il y avait certaines choses qu'il fallait faire, donner un coup de main, être attentif à ce qui se passait avec les personnes handicapées, parce que les mobilités en fauteuil, même dans la cabane, c'était pas forcément facile. Et c'est vrai que si on n'est pas habitué à handicap, on va voir une personne en fauteuil qui risque de batailler, on passe à côté, on ne s'est pas aperçu qu'il bataillait. Et ça, au début, c'était pas du machinal. Puis au fur et à mesure, ça s'est fait. Et c'est vrai que toutes les personnes ont été là après pour faire attention à ce qui se passait vis-à-vis de Geoffrey et de Nicolas. On peut faire plein de choses, on peut découvrir tout, même si on est comme ça, nous ça ne dérange pas du tout si on est comme ça. Bon, mais après il faut voir les choses en face. Comme tout le monde, au départ, on avait beaucoup de mal à s'exprimer avec Nicolas. Et puis, petit à petit, en apprenant à connaître Nicolas, et puis le fait aussi que Nicolas, certainement, s'ouvre à nous, les échanges étaient beaucoup plus importants à la fin du séjour qu'au début. Au bout d'un certain temps, on avait l'impression que Nicolas, il avait fait des progrès dans sa gestuelle, dans sa manière d'exprimer. Et Joël nous a dit en souriant, non. C'est pas lui qui a fait des progrès. C'est vous qui vous êtes mis à le comprendre mieux, c'est-à-dire à être plus proche de lui. C'est une super leçon, ça, quand même. Parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était plus des adolescents handicapés, c'était des membres d'une expédition avec une façon d'être différente, avec une manière de s'exprimer différente.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le départ? Tout. Tout t'a marqué. Ah ouais, comme ça, c'est clair. Regarde, Nico, il tient comme ça aussi, regarde. Ça va, Gabriel, derrière? Ah, écoute, moi, ça va très bien. Au quotidien, vivre avec Nicolas et Geoffrey, j'apprends. Mais j'apprends surtout à me comporter normalement avec ses enfants. C'est-à-dire, je me comporte avec ses enfants comme je me comporterai avec d'autres, sachant qu'à un moment donné, ils feront ou ils ne feront pas ce que d'autres peuvent faire. Mais je crois que le vrai apprentissage, c'est d'avoir une démarche tout à fait naturelle. Et pour moi, j'aurais beaucoup appris déjà sur ce temps de séjour, et je pense que j'apprendrai encore beaucoup. Ouais, Hervé. T'as la même. Le programme donc, qui était prévu par Serge, une fois qu'on était installé à la cabane, c'était d'aller donc sur le fameux glacier Éclipse Hermia qui est en face. Le glacier où on voit souvent à la télé les choses qui s'effondrent, les icebergs qui partent de là. Hein. Tous les icebergs du Groenland partent de ce glacier. En 2000, Serge avait fait une expédition. Il avait vu qu'il y avait des bélières, des moulins et que c'était praticable. Et donc, on est allé faire un repérage pour repérer un trou. Et il s'est avéré que malheureusement, le glacier avait bien changé depuis 2000 et il n'y avait plus que des crevasses et de l'eau au fond et c'était impraticable, quoi. Donc on a dit à Serge qu'on ne pouvait pas emmener les jeunes là-bas, c'était pas possible de les faire descendre là. Et Serge du coup a revu le programme et il s'est dit puisque c'est comme ça, on va tous aller sur le camp 00, sur l'Inlandsis. L'Inlandsis qui est un glacier d'eau douce gelée. Suite aux intempéries, à la pluie, à la glace, ça a formé un glacier qui fait 3050 mètres au plus profond. Et donc on est allé au cœur de ce glacier-là, qui est au milieu de l'île du Groenland. Ce soir, on va dormir là. Avant d'arriver à notre camp, à 800 mètres d'altitude, à 30 km du bord de la calotte glaciaire, c'est-à-dire isolée, en sachant que la glace n'est pas quelque chose de lisse, mais est extrêmement tourmenté. On ne se rend pas compte des difficultés qui nous attendent, et notamment concernant Nicolas et Geoffrey. Le problème de leur accompagnement n'est pas simplement de les transporter en fauteuil ou en joëlette d'un endroit à l'autre. Le problème de leur accompagnement concerne l'alimentation, les soins corporels, les transferts, assis debout, assis couché. Moi, je suis médecin généraliste et n'ayant jamais participé à aucune expédition dans les milieux froids, je suis allé me former à Chamonix auprès d'un institut qui s'appelle l'IFREMONT, qui est composé de médecins, anesthésistes, réanimateurs, tous montagnards, tous secouristes en montagne. Je dois d'ailleurs saluer la qualité de leur accueil, la qualité de leur enseignement. J'ai appris comment composer une trousse médicale d'urgence, comment soigner les risques liés au froid, notamment les gelures, ce qui m'a donné confiance en moi-même pour me rendre ensuite au Groenland. J'avoue que si je n'avais pas fait ce stage, ça aurait été beaucoup plus compliqué dans ma tête. S'il y a un gros pépin là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est sûr, je peux assurer la contention d'une fracture, conditionner le patient en attendant l'hélicoptère et en espérant qu'il arrive. Parce que s'il neige, s'il y a du brouillard et si ça dure 3 jours, l'hélicoptère ne vient pas. On ne part pas à l'aventure en pensant que le risque zéro existe. C'est pas possible. Bon, mais ceci étant, heureusement, dans la vie quotidienne sur la glace, on évacue cette pensée. Il faut dire que Nicolas n'a pas de problème de santé. Il n'a pas de cachet, il n'a pas de médicaments à prendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi de rassurant par rapport à un médecin qui accompagne. Parce qu'il dit, voilà, il n'y a pas de souci de santé, il n'y a pas de médicaments à prendre. On peut partir l'esprit tranquille. Il s'était préparé, surtout lui, c'était pour les gelures, il avait peur. Mais il avait bien préparé son affaire, je pense que
il s'était renseigné ce qu'il fallait et il allait très très bien préparer cette expédition. Moi je suis parti très rassuré, grâce à Philippe aussi, d'avoir vraiment quelqu'un de très compétent et qui vraiment s'était mis à fond dans le projet. Le temps de repréparer, vérifier le matériel pour vraiment partir après sur la calotte, parce qu'une fois qu'on était parti, là c'était fini. Il fallait vraiment être sûr que tout fonctionnait, que tout était vraiment opérationnel. Et puis après, on a eu ce départ en hélicoptère vers la calotte glaciaire, puisqu'on a profité des hélicoptères qui amenaient notre matériel. Et le reste de l'équipage qui est parti à pied nous rejoindre. J'avais décidé qu'une partie de l'équipe, donc avec les adolescents, monterait en hélico, avec plusieurs personnes, dont moi-même d'ailleurs, pour installer le camp, parce qu'il était bien évident qu'il ne pourrait pas marcher, et que le reste de l'équipe, le plus gros de l'équipe, eux, viendraient à pied pour faire des économies d'hélicoptères, on va dire pour des raisons à la fois écolo et éthiques. C'est pour un peu éviter que certains qui donnent des leçons fassent toujours de l'hélico. Voir une Landsis d'hélicoptère, voir le Port Victor d'en haut, c'est magnifique, c'est magique. Voir tous ces glaciers, voir cette étendue, ce désert blanc, c'était à la fois fascinant et impressionnant. La marche était effectivement très longue. L'équipe qui partait à pied était donc dirigée par Aldo Penin, mon second. Et puis moi, je devais les rejoindre. Il nous reste 9 km 2 là. Vous savez, au camp, ce matin, on disait 11 km en ligne droite, mais vous savez. Bon là, pour l'instant, on y va bien en ligne droite. On n'est pas trop dévié pour l'instant. Il faudrait que ça dure. Le seul problème qui s'est produit, c'est que le camp, on l'avait installé à un endroit et il y avait une énorme bédière qui barrait le chemin, on va dire la route droite. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une énorme rivière, un canyon qui faisait par endroits 7 à 8 mètres de profondeur et 5-6 mètres de large, infranchissable. Le but de ma mission avec Lionel, ça a été de trouver un passage pour pouvoir rejoindre l'équipe, pour les amener au bon endroit. Sinon, ils se seraient retrouvés devant un canyon de glace et ils auraient été coincés, ils auraient été obligés de repartir en arrière, enfin un truc de fou. Donc, nous, avec Lionel, on a longé cette rivière, cette grande bédière, et à un moment donné, on a eu la chance de tomber dans ce qu'on appelle un marécage glaciaire, c'est-à-dire un endroit où l'eau s'étale en largeur, et qui permet, en se mouillant évidemment un peu les pieds jusqu'aux chevilles, un peu plus haut que les chevilles, de pouvoir passer. C'est criblé de petites rivières qui se forment sur la surface. Donc ces rivières conduisent à des moulins. Il y a d'autres endroits où vous avez des zones de crevasses, ce qui fait que vous n'avez jamais plus de 4 mètres carrés complètement plat. Vous devez en permanence franchir de petites rivières, remonter des ressauts, et l'évolution sur ce genre de terrain est vraiment difficile. Le pire, c'est qu'eux, de très loin, ils voyaient le camp. Ils voyaient le camp en se disant « chouette, on n'en est pas si loin ». Mais quand je suis arrivé vers eux, je leur ai dit « les amis, la nouvelle que je vais vous annoncer, pas terrible, c'est que vous voyez le camp, mais il faut faire un énorme détour pour pouvoir le rejoindre ». J'ai senti dans le regard de mes compagnons un moment de grande lassitude. Ça a été un grand moment parce qu'il y a eu cette communion aussi quand ils sont arrivés au camp où on avait préparé tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent se restaurer. Et puis la nature a été sympa parce qu'il n'y a pas eu de vent, et on n'a pas eu de mauvais temps, on avait une bonne visibilité et heureusement. L'arrivée au camp après 17 km de marche sur la glace, attendu par ceux qui étaient déjà, qui nous avaient préparé la soupe, c'était merveilleux. C'est très important ces moments où le groupe est réuni autour d'une soupe chaude, qui sont des moments de détente, des moments où on parle de tout et de rien, et des moments de grosses rigolades, des moments de propos sérieux. Quelque chose que j'ai quand même appris en expédition, et pour ça, Nicolas, Geoffrey et Hervé sont d'autant plus méritants,
c'est qu'on ne se rend pas compte de la difficulté des gestes du quotidien. Dormir à même la glace, c'était pas évident. Pour faire nos besoins, c'était un trou de glace. Enfin bon, il y a plein de choses, moi, qui me restent de cette expédition où il y a des tabous qui tombent, il y a plus de honte, on est face à la nature. Et la nature, on sait que elle peut être très, très exigeante. Et c'est elle qui commande. On demande et qui prend ça comme il faut. Puis après, direction le moulin. Ça peut être pas mal, ça peut être même super. Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de ces enfants et c'est vraiment la chose la plus dure que j'ai faite. C'est celle-ci, mais c'est la plus belle. C'est la première fois que des enfants en handicap de naissance viennent sur la calotte glaciaire pour vivre une expédition telle que l'on a vécue avec toute l'équipe. C'est une première mondiale. Nicolas et Geoffrey peuvent dire que c'est des champions du monde. Une personne handicapée, des fois, fait plus de choses qu'une personne valide, parce qu'il va vouloir se surmonter, se dépasser. On a l'exemple flagrant de Hervé Prisset qui nous accompagnait. Moi, j'ai été surpris de ce qu'il a fait. Vraiment, c'est un grand champion. Et c'était une force dans l'équipe aussi, quand même. On a passé donc 11 jours sur la calotte glaciaire, 3 jours à Port-Victor. Et les deux jeunes Andy Lourd avec leurs accompagnateurs ont donc passé les 3 jours à Port-Victor. Et ensuite, ils ne sont restés que 2 jours sur la calotte glaciaire. Et j'avais quasi envie de rentrer avec eux parce que c'était vraiment très très dur pour moi. La vie était vraiment très dure et je me sentais vraiment handicapé, vraiment coincé là-bas. Et puis bon, j'ai aussi une image de marque, j'ai aussi l'image d'un sportif de haut niveau. J'ai une image à garder et je me suis dit non Hervé, là tu peux pas partir, non, il faut que tu restes. Ça a été dur parfois, mais ça a été vraiment une expérience super. J'ai une anecdote sur lui, c'est que il s'était jamais autorisé à aller à la montagne avec sa femme et son petit garçon. Parce que son handicap, il était renvoyé en pleine face. Parce que pour lui, la neige, la montagne, c'était inaccessible. Et quand il a fait cette expédition au Groenland, l'hiver, quand il est rentré, l'hiver qui a suivi, il a fait une surprise à sa femme et à son fils, c'est qu'il avait loué quelque chose dans la montagne et il a amené sa femme et son fils faire du ski, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Se surpasser physiquement comme ça. Super. Allez, à bientôt. Il était prévu que les adolescents et leurs accompagnateurs restent que 48 heures, parce qu'au-delà, ça devenait un peu difficile, ne serait-ce que pour des questions, je dirais, de froid et puis d'acclimatation. Quand on est parti, après c'était la grande exploration. Vraiment, ils partaient explorer ces moulins. Et c'est pour ça, on avait envie de savoir ce qu'ils allaient découvrir les jours d'après. Et malheureusement, après, on n'avait plus de possibilité de communiquer. Donc c'était vraiment... ça a été vraiment un déchirement, quoi. Voilà. Pour moi aussi, c'était un moment à la fois de, enfin, je vais pas dire de tristesse, mais bon, un petit peu de déchirement et en même temps de soulagement parce que tout s'était bien passé et en même temps, je me libérais d'une charge quand même assez forte, quoi. À ce moment-là, il s'est mis à faire 2 tempêtes de neige coup sur coup, mais alors quelque chose de copieux. Je dirais qu'ils sont partis au bon moment. Au retour du Groenland, j'aurais jamais pensé qu'on fasse autant de conférences. Pendant 2 ans et demi à peu près, ça a duré. J'aurais jamais pensé qu'on ait autant de monde qui vienne aux conférences, qui soit autant intéressé. Ça fait énormément plaisir. On a eu des articles de journaux sur toutes les presses locales avec les écoles. On a fait des mini-conférences. On a travaillé sur 2 thèmes, à la fois sur l'échauffement climatique, ce qui se passait au Groenland, donc ça c'était la partie avec Serge, l'exploration, qui a expliqué un peu la glace. Et puis la partie handicap, intégration de l'handicap à l'école. Donc en fait on avait deux sujets très intéressants à faire passer.
C'est pour porter aussi l'expérience de ce qu'on avait vécu, raconter ce qu'on avait vécu pour tous ces gens, et leur permettre d'entrevoir une ouverture de vie et de partage de rêves qui n'est pas inaccessible en soi. Cette expédition, il y a des gens qui voient ça comme si c'était un voyage qu'on avait fait, un voyage d'agrément. Voilà, on s'est fait une petite croisière au Groenland et puis voilà, mais c'était pas fondé là-dessus, quoi. C'était vraiment un défi physique qu'on devait relever, quoi, tous. Des gens sont admiratifs parce qu'on a amené des enfants handicapés, mais certains pensent qu'on a utilisé le filon de l'handicap pour financer l'expédition. Alors du coup, comment répondre à ça? C'est vrai que s'il n'y avait pas eu les financements pour les personnes handicapées, je pense que l'expédition n'aurait pas eu lieu. Mais amener des personnes handicapées au Groenland, c'est vraiment difficile et c'était évident que, à moins d'avoir une chance phénoménale et de rencontrer un moulin à proximité du camp et de descendre 200 mètres et de battre le record comme ça, mais qu'on n'avait pas de temps à consacrer réellement à l'exploration. Ils ont choisi aussi la date de cette expédition en fonction de Nicolas, de Geoffrey et de Hervé, parce qu'ils savaient que le temps serait meilleur pour nous, pour la partie handisport, que pour leur partie exploration. Ça, c'est vraiment le pire temps que je pouvais avoir. Neige mouillée, mauvais temps de merde, quoi. Temps qui bloque, une expé. Bah, ma foi, ça fait partie du jeu, comme dirait l'autre. Faire avec. Ouais. Là, c'est comme ça. Mon rêve, c'était d'aller profond. Je pourrais pas l'atteindre encore cette fois-ci. Ça me fait vraiment... Enfin bon, il faut comprendre le truc, quoi. Tu vois, tous ces efforts pour... Putain, non, j'ai un petit coup qui craque, là, parce que... Tous ces efforts comme ça pour dire, merde, je veux pas descendre plus profond. Ça me fait un peu chier. Excusez-moi. Serge, lui, il est omnubilé par son record du monde. Il détient un record du monde qui est la descente intraglaciaire. Donc c'est la descente dans ses moulins. Il est descendu à moins 173 mètres. Et son objectif, il aimerait battre son record. C'est bien, mais comme il le dit, là, au vu de cette expédition, ce qu'il a vécu, il en a vécu 14. Et pour lui, c'est l'expédition la plus riche humainement, ce qu'il a vécu, quoi. Et au-delà de tous les records qui peuvent être battus ou pas battus, mais voilà, pour lui, ça a été riche d'enseignements au niveau humain. Pour moi, je dirais que c'est un peu un aboutissement aussi, parce que j'ai cette chance d'avoir des enfants qui sont, on va dire, en bonne santé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, et surtout encore aujourd'hui, quand on se retrouve, quand je vois le côté chaleureux de Nico qui saute presque de son fauteuil pour m'accueillir, et de voir leur sourire, et de voir dans leurs yeux ce qu'ils se rappellent, les émotions du vécu, les images qu'ils ont pu voir, c'est extraordinaire. Je pense que c'est peut-être, pour moi, une des expéditions. C'est difficile de dire que c'est la plus belle, mais c'est au moins celle qui me laisse le plus d'émotions. Qui me laisse le plus d'émotions dans la tête. Et encore maintenant, quand j'en parle, j'ai de l'émotion, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça va le faire. Bien souvent, on fait des choses extraordinaires dans la vie. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas spécialement au départ. On fait un truc un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, on va dire. Et puis on se dit toujours, ah ben on va se revoir, on fera ça, et puis on se revoit jamais, on tourne la page. Voilà, ce qu'on a vécu, c'est fini. Là, non. Ça aurait pu être ça, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment une osmose, une cohésion, un partage tellement fort qu'on ne pouvait pas s'en arrêter là. Il y a un lien très fort. Et ce lien a été créé là-bas.
Gabriel, par exemple, Biancheri, qui était député, il avait perdu toute cette étiquette de député. Au début, il était un petit peu austère, et puis là, il s'était libéré de cette espèce de gang dans laquelle on se met souvent. Et c'était devenu... c'était un type adorable, quoi. C'était en plus un esprit pur, quelqu'un de bien. Là où l'équipe a été vraiment solidaire et où l'émotion a été la plus dense, avec des sentiments très forts, partagés par tous, c'est sans aucun doute les 3 jours et 2 nuits que nous avons passés sur la calotte glaciaire avec Nicolas et Geoffrey. Et je crois que ça a été pour tous des moments extrêmement denses, extrêmement forts. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes tous convaincus que si nous avons pu faire vivre dans des conditions extrêmes à 2 enfants handicapés sur le Groenland, finalement un séjour normal, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses et beaucoup plus vite ailleurs, là où c'est plus facile.